Il y a une empreinte sur la Lune en ce moment. Elle est là depuis plus de 50 ans. La poussière autour d'elle n'a pas bougé. Le sol en dessous ne s'est pas affaissé. Rien ne l'a touché ni perturbé de quelque manière que ce soit depuis que la botte qui l'a créée s'est élevée et n'est jamais revenue. Elle y restera dans 1 million d'années, probablement plus longtemps, préservée en silence dans le froid absolu de la nuit lunaire, dans un monde où le vent, la pluie et le temps n'existent sous aucune forme capable de l'effacer. Cette empreinte appartient à Gene Cernan. Il était le commandant d'Apollo X-7. Et le 14 décembre 1972, il fut le dernier être humain à se tenir sur la surface d'un autre monde. Avant de monter l'échelle du module lunaire pour la dernière fois, il fit une pause. Il regarda en arrière le paysage qui l'entourait. Les montagnes, les vallées, l'étendue grise de la région de Taurus-Littrow, et dit quelque chose qui hante l'histoire de l'exploration spatiale depuis lors. Il déclara que l'humanité quittait la Lune, mais qu'elle y reviendrait et que lorsqu'elle le ferait, elle apporterait paix et espoir à toute l'humanité. C'était il y a 53 ans. Nous ne sommes pas revenus. Pas une seule fois, même pas près. Au cours des décennies qui ont suivi l'empreinte laissée par la botte de Cernan dans le régolithe, les êtres humains ont construit des réseaux de satellites couvrant la planète, ont cartographié le fond des océans avec une précision centimétrique, ont déchiffré le génome humain, ont développé des ordinateurs 1 milliard de fois plus puissants que tout ce qui existait en 1972, ont guéri des maladies qui tuaient autrefois des millions de personnes, ont connecté des milliards d'individus grâce à des dispositifs tenant dans une poche, et ont envoyé des sondes spatiales robotiques vers toutes les planètes du système solaire, y compris une qui a désormais franchi l'espace interstellaire. Nous avons accompli des choses extraordinaires. Et pourtant, cette empreinte reste la marque la plus éloignée que tout être humain ait jamais laissée. Le point le plus distant du foyer, où quelqu'un se soit rendu, et nous n'en avons pas ajouté une seule nouvelle depuis lors. La plupart des gens, lorsqu'ils apprennent cela, supposent que l'explication doit être simple. Nous avons manqué d'argent, la guerre froide s'est terminée, et nous n'avions plus de raison de continuer. La technologie a été archivée, et toutes ces choses sont partiellement vraies. Mais l'histoire complète, et c'est bien plus étrange et troublante que cela. Car il s'avère que la Lune est bien plus dangereuse qu'on ne le pensait à l'époque d'Apollo, que la technologie qui nous y a conduits était-il bien plus fragile que quiconque ne l'admettait, et que les systèmes de politique, de financement et de volonté institutionnelle qui ont rendu tout cela possible se sont dissous de manière si complète que, à bien des égards très réels et concrets, nous avons passé les 5 dernières décennies à réapprendre comment aller dans un endroit où nous sommes déjà allés. Pour comprendre pourquoi nous nous sommes arrêtés, il faut comprendre pourquoi nous avons commencé. Car les raisons n'étaient pas celles que l'on célèbre habituellement. Lorsque le président John F. Kennedy se présenta devant une session conjointe du Congrès en mai 1961 et défia la nation d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, il n'était pas principalement motivé par la curiosité scientifique ni par un esprit d'aventure. Il avait peur. 3 semaines plus tôt, l'Union soviétique avait lancé Youri Gagarin en orbite, faisant de lui le premier être humain dans l'espace. Et l'humiliation de cet exploit
fut ressenti comme une menace stratégique directe. Dans le contexte de la guerre froide, la superpuissance capable de projeter sa puissance au-delà de l'atmosphère terrestre semblait posséder une forme de domination technologique pouvant se traduire par un avantage militaire et politique réel. La course à la Lune était, en essence, une opération de propagande de très haut niveau, une démonstration que l'ingénierie américaine et la volonté américaine étaient supérieures à tout ce que les Soviétiques pouvaient produire. Cette motivation façonna tout dans Apollo, y compris son rythme, ses risques et sa fin. Au sommet du programme au milieu des années 1960, la NASA consommait environ 4,5% de l'ensemble du budget fédéral. En termes actuels, cela équivaudrait à bien plus de 100 milliards de dollars par an, année après année, pendant une décennie. Plus de 400 000 personnes, ingénieurs, scientifiques, techniciens et personnels de soutien, participèrent à travers tout le pays. La fusée Saturne V, la machine qui emmena réellement les hommes sur la Lune, passa des plans à son premier vol en 6 ans. Selon tout critère raisonnable, ce fut l'effort d'ingénierie en temps de paix le plus ambitieux de l'histoire de l'humanité. Et puis, le 20 juillet 1969, cela fonctionna. Neil Armstrong posa le pied sur la surface lunaire et le défi de Kennedy fut relevé. Ce qui se produisit ensuite est la partie que l'on a tendance à négliger. Dès le moment où Apollo 11 revint sain et sauf, la logique politique qui avait soutenu l'ensemble du projet commença à s'effondrer. Les Soviétiques avaient été battus. La course était terminée. La peur qui avait alimenté le financement, l'urgence et la volonté d'accepter des risques extraordinaires, tout cela s'évapora en quelques semaines après l'amérissage. L'enthousiasme du public, qui avait été immense pour le premier alunissage, chuta brusquement pour Apollo 12. Au moment d'Apollo 13, en avril 1970, lorsque l'explosion d'un réservoir d'oxygène faillit tuer 3 astronautes et que la mission dut être interrompue, les chaînes de télévision le couvrirent à contre-cœur, ayant initialement refusé de diffuser les premières phases du vol parce que l'audience n'était pas suffisamment élevée pour justifier l'interruption des programmes habituels. Dans l'année qui suivit le premier alunissage, la Maison-Blanche cherchait déjà des moyens de réduire le programme. Le président Nixon, selon les historiens ayant étudié en détail la relation de sa présidence avec la NASA, ne voyait réellement pas l'intérêt de continuer à envoyer des hommes sur la Lune 6 fois de plus. En décembre 1969, l'un de ses principaux conseillers transmit un message à la direction de la NASA. Le président ne disposait pas de suffisamment de fonds et ne voyait aucune nécessité de poursuivre les missions lunaires au rythme existant. En janvier 1970, l'administration présenta une demande budgétaire réduisant l'allocation de la NASA de 15% et indiqua clairement que d'autres coupes étaient improbables dans les années suivantes. La NASA, prise entre ses ambitions et la nouvelle réalité budgétaire, prit une décision déterminante. Plutôt que de se battre pour maintenir toutes les missions lunaires prévues, la direction de l'agence décida de sacrifier certains des vols Apollo restants afin de préserver le financement de la génération suivante de technologies, en particulier la navette spatiale, conçue comme un système réutilisable qui rendrait l'accès à l'espace bon marché et routinier. Apollo 20 fut annulé en janvier 1970 et sa fusée Saturne V fut réaffectée au lancement de la station spatiale Skylab. Apollo 18 et 19 furent annulés en septembre de la même année. Les missions qui auraient envoyé des géologues,
un meilleur équipement et permis des séjours plus longs dans différentes régions de la Lune, n'eurent tout simplement jamais lieu. Le programme que Cernan clôtura en décembre 1972 était déjà une version réduite de ce qui avait été initialement prévu. Et puis, silencieusement, de manière catastrophique, l'infrastructure se dissout. Il existe une version des faits selon laquelle les plans de la Saturne V auraient été perdus, la technologie détruite volontairement, et que plus personne ne saurait comment la construire aujourd'hui. Cette version n'est pas vraie, mais la réalité est presque plus étrange. Les plans existent. Ils sont conservés sur microfilm au Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, en Alabama, et dans des archives papier au dépôt fédéral d'East Point, en Géorgie. 3 fusées Saturne V complètes sont exposées dans des musées publics, accessibles à toute personne souhaitant les étudier. Le moteur F1, dont chacun produisait plus d'1,5 million de livres de poussée, ce qui en fait encore aujourd'hui le moteur fusée à ergol liquide à chambre unique le plus puissant jamais utilisé, a été sorti des stocks, démonté et scanné en 3 dimensions par des ingénieurs de la NASA ces dernières années. Le problème n'est pas les plans. Le problème est tout ce que les plans ne disent pas. Construire la Saturne V n'était pas comme suivre une recette. C'était un acte de savoir artisanal accumulé, conservé dans les mains et les esprits de centaines de milliers de travailleurs qui avaient passé des années à développer des techniques spécifiques qui n'ont jamais été entièrement écrites. Parce que ce n'était pas nécessaire, les personnes qui savaient en faire le travail étaient là, en train de le faire. Procédé de soudure. La manière particulière d'ajuster certains joints. Les décisions de jugement que prenaient des techniciens expérimentés dans l'usine lorsqu'une pièce ne correspondait pas exactement à ses spécifications, mais semblait néanmoins suffisamment bonne. L'intuition issue de l'observation de milliers de composants assemblés au fil des années. Presque rien de tout cela n'a été documenté de manière systématique, car lorsque le programme s'est terminé, il n'y avait aucun plan pour le préserver. Les ingénieurs sont partis à la retraite. Les usines ont été reconverties. Les chaînes d'approvisionnement se sont désintégrées. La mémoire institutionnelle, le savoir vivant de la manière réelle de construire, assembler et tester ces machines est simplement sorti par la porte. Lorsque des ingénieurs, dans les années 2010, ont tenté de faire de la rétro-ingénierie sur la dynamique de combustion du moteur F1, afin de comprendre les techniques précises utilisées pour résoudre les problèmes d'instabilité dans ces premières phases, ils ont découvert que les solutions fonctionnaient, mais que personne n'avait complètement expliqué pourquoi. Les ingénieurs d'origine avaient résolu le problème de manière empirique, par essai et ajustement. Et leurs notes et manuscrites et rapports informels enregistraient les résultats, mais pas tout le raisonnement. Certaines des techniques utilisées impliquaient des procédés de fabrication qui n'existent plus nulle part dans le monde. Des matériaux autrefois standards dans l'industrie aérospatiale des années 1960 ne sont plus produits aujourd'hui. Les procédures de contrôle qualité ont été remplacées par des méthodologies totalement différentes. Reconstruire une Saturne V à partir de ces plans ne serait pas moins cher que construire un nouveau lanceur lourd à partir de zéro. Très probablement, ce serait plus coûteux, car cela exigerait de reconstruire un écosystème de production qui a disparu il y a un demi-siècle. Scott Pace, directeur de l'Institut de politique spatiale de l'Université George Washington,
l'a formulé de manière tranchante. Le savoir organisationnel se dégrade avec le temps. La capacité institutionnelle de l'ère Apollo, la culture, les chaînes d'approvisionnement, la main-d'œuvre formée, l'expérience accumulée de construction et de vol de ces machines spécifiques n'a pas été mise en stockage. Elle s'est évaporée. Et un savoir évaporé ne peut pas être remis dans une bouteille. C'est ce que Scott Pace voulait dire lorsqu'il affirmait que le plus grand défi actuel de la NASA, même après être allée sur la Lune, est qu'elle a arrêté d'y aller. L'analogie qu'il proposait était simple. Le fait d'avoir couru un marathon olympique il y a 50 ans ne signifie pas que vous pouvez en courir un demain. Dans les décennies qui ont suivi Apollo, la NASA a dû réapprendre, presque depuis le début, comment concevoir, construire, tester et faire voler des systèmes capables d'emmener des êtres humains au-delà de l'orbite terrestre basse. Ce processus a pris beaucoup plus de temps et coûté beaucoup plus cher que prévu. Non pas parce que les ingénieurs sont moins compétents, mais parce qu'ils font quelque chose de véritablement nouveau pour eux, même si leurs prédécesseurs l'avaient fait avant même leur naissance. Dans les années qui ont suivi Apollo, 5 administrations présidentielles différentes ont proposé des programmes visant à ramener des êtres humains sur la Lune. Aucun n'y est parvenu. George H.W. Bush annonça l'initiative d'exploration spatiale en 1989, demandant une base lunaire permanente et une mission habitée vers Mars dans le futur. L'estimation de coût reçue par la NASA s'élevait à 500 milliards de dollars. Le soutien politique s'effondra presque immédiatement. Le Congrès refusa de financer le projet. Le programme fut abandonné discrètement. George W. Bush annonça la vision pour l'exploration spatiale en 2004, après la catastrophe de la navette Columbia, lorsque le programme de vols spatiaux habités semblait avoir besoin d'une nouvelle direction. La NASA construirait de nouveaux vaisseaux, retirerait la navette et retournerait sur la Lune d'ici 2020 comme étape vers Mars. Le programme qui en résulta, Constellation, développa du matériel réel. Un véhicule d'essai de la fusée Ares, un vola même en 2009. Mais le programme était largement sous-financé et en retard, et lorsque Barack Obama prit ses fonctions en 2010, un panel d'experts indépendants conclut que Constellation suivait une trajectoire non viable. Le programme fut annulé. Obama réorienta la NASA vers une mission vers un astéroïde, puis vers Mars, tandis que le Congrès, réticent à abandonner complètement les ambitions lunaires, ordonna malgré tout à l'agence de construire une nouvelle fusée de grande capacité et un nouveau vaisseau spatial. De ces mandats du Congrès naquirent le Space Launch System et la capsule Orion, du matériel intégrant des composants hérités de la navette et des conceptions issues de Constellation, et qui nécessita encore une décennie de développement. Lorsque Donald Trump prit ses fonctions en 2017, les objectifs lunaires furent réactivés sous le nom Artemis, avec pour but un retour humain sur la Lune en 2024. Cette date s'avéra trop optimiste. Lorsque l'administration de Joe Biden poursuivit le programme, les délais continuèrent de glisser. Esclaté au début de 2026, Artemis II, un survol lunaire habité qui ne tente même pas d'allunir, fut lancé le 1er avril de cette année, emmenant 4 astronautes autour de la Lune pour la première fois depuis Apollo X-7. Le premier alunissage réel est désormais prévu pour Artemis IV, actuellement programmé pour 2028. C'est la trajectoire. De 1972 à 2028, plus de 50 ans, et une succession de programmes qui ont commencé,
se sont enlisés puis redémarrés si souvent que Scott Pace de l'Université George Washington a observé que tous les 4 à 8 ans, les objectifs de vol spatial habité de la NASA sont complètement, totalement et radicalement modifiés par les nouvelles administrations. Un programme qui exige une décennie d'engagement soutenu reçoit 5 ans de financement avant que les vents politiques ne changent, puis il est annulé. Et une nouvelle administration lance ensuite une version légèrement différente, depuis un point légèrement différent du précédent. La navette spatiale a consommé 3 décennies et 2 accidents catastrophiques. La Station spatiale internationale a consommé une autre décennie et une part significative du budget des vols habités. Les deux furent des efforts précieux. L'ISS en particulier nous a appris des choses sur les vols spatiaux de longue durée qui seront essentiels pour les missions vers la Lune et Mars. Mais chaque dollar investi en orbite basse terrestre était un dollar qui n'allait pas plus loin. Et la navette, vendue à l'administration Nixon avec la promesse de rendre les vols spatiaux bon marché et routiniers, n'a jamais tenu cette promesse. Chaque mission a fini par coûter beaucoup plus que prévu. Et la complexité du véhicule l'a rendu constamment difficile à exploiter en toute sécurité. Ce que l'histoire montre clairement, c'est qu'aller sur la Lune pour la première fois a nécessité une combinaison d'urgence politique, de financement soutenu et de concentration institutionnelle qui n'a existé qu'environ une décennie et n'a jamais été réunie depuis. Ce fut un événement singulier, porté par la peur de la domination soviétique, exécuté à un coût immense et achevé au moment même où la justification stratégique fut remplie. Tout ce qui a suivi n'a été qu'une tentative de recréer cette combinaison sans le feu géopolitique qui l'avait alimentée. Pendant que toute cette histoire politique et institutionnelle se déroulait, les scientifiques découvraient nous silencieusement quelque chose qui a modifié le calcul d'un retour sur la Lune d'une manière qui ne fait pas toujours partie de la conversation publique. Les astronautes d'Apollo étaient des personnes extraordinaires, sélectionnées avec un soin extrême et entraînées rigoureusement, et ils ont accompli leur mission de façon exceptionnelle dans des conditions qui auraient brisé la plupart des êtres humains. Mais ils ont aussi eu, sur certains points très concrets, de la chance. Et à mesure que les chercheurs ont étudié l'environnement lunaire plus en détail, au cours des décennies suivantes, il est devenu de plus en plus clair que la Lune est un endroit beaucoup plus hostile que ce que les ingénieurs des années 60 comprenaient pleinement. Commençons par ce qui est visible. La surface de la Lune est recouverte d'une poussière fine appelée régolithe, de la roche broyée produite par 4 milliards d'années d'impact de météorites sur un monde sans atmosphère pour les ralentir. Vue de loin, elle semble douce et tranquille. Le paysage gris et poussiéreux de toutes les photos d'Apollo. De près, c'est quelque chose de complètement différent. Comme la Lune n'a ni climat, ni eau, ni vent, rien pour arrondir les arêtes au fil du temps, chaque particule individuelle de poussière lunaire est dentelée à l'échelle microscopique, ressemblant davantage à du verre brisé qu'aux grains arrondis que l'on trouve sur les plages ou dans les déserts. Et comme ces particules ont été bombardées par les rayons cosmiques et le vent solaire pendant des milliards d'années, dans un vide sans atmosphère protectrice, elles possèdent une réactivité chimique, une tendance à interagir de manière agressive avec ce qu'elles touchent, que la poussière terrestre fraîche ne possède pas. Les astronautes d'Apollo
l'ont expérimenté immédiatement. Harrison Schmitt, le géologue de la mission Apollo X-7, a développé ce qu'il a appelé le « rhume des foins lunaires », quelques heures après la première exposition à la poussière ramenée dans le module lunaire. Éternuement, yeux larmoyants, congestion nasale, irritation de la gorge. Les 12 astronautes qui ont marché sur la Lune ont signalé une forme ou une autre de ces symptômes. La poussière s'accrochait à tout, contournant les brosses et systèmes d'aspiration conçus pour l'éliminer, s'infiltrant dans les joints, les seaux et les mécanismes. Elle usait les bottes des combinaisons spatiales en quelques jours seulement sur la surface. Elle recouvrait les surfaces optiques et les dégradait. Pete Conrad, d'Apollo 12, a retiré son casque après être revenu dans le module lunaire et, selon ses mots, a failli s'aveugler lui-même avec la poussière en suspension. Pour des missions courtes de quelques jours, ces effets étaient désagréables mais gérables. Les symptômes disparaissaient en moins de 24 heures, une fois les astronautes revenus dans un environnement propre. Mais aucune étude toxicologique à long terme n'a été réalisée immédiatement après Apollo. Et à mesure que les scientifiques ont examiné la question depuis, le tableau est devenu plus préoccupant. La poussière lunaire contient des minéraux silicatés en concentration supérieure à 50% de sa composition. Le même type de matériau qui provoque la silicose chez les mineurs sur Terre. Une maladie pulmonaire progressive et incurable dans laquelle les tissus se cicatrisent et se durcissent lentement jusqu'à rendre la respiration impossible. La NASA a formé un groupe de recherche spécifique, le Lunar Airborne Dust Toxicity Assessment Group, en 2005, pour étudier le problème en vue de futures missions, et a constaté que la poussière lunaire se situe en termes de toxicité quelque part entre le dioxyde de titane, relativement bénin, et la silice cristalline, qui ne l'est absolument pas. La faible gravité de la Lune aggrave ce phénomène de manière qui n'est pas immédiatement évidente. Sur Terre, les particules de poussière déposées dans les poumons ont tendance à se fixer dans les voies respiratoires supérieures et moyennes, où les systèmes naturels de nettoyage du corps, les minuscules cils semblables à des cheveux qui évacuent les déchets vers le haut et vers l'extérieur, peuvent être les éliminer avec le temps. En gravité lunaire, qui est un sixième de celle de la Terre, la dynamique de dépôt des particules change. Des études menées en conditions simulées de faible gravité suggèrent que la poussière lunaire se déposerait plus profondément dans les poumons, dans les voies respiratoires périphériques, où les cils ne peuvent pas atteindre, où elles resteraient essentiellement de manière permanente. Des particules 50 fois plus petites qu'un cheveu humain peuvent être restées en suspension dans l'atmosphère du module lunaire pendant de longues périodes avant d'être finalement inhalées. Pour un séjour d'une semaine, l'exposition pourrait être gérable. Pour un séjour d'un mois, le type de mission nécessaire pour établir une présence scientifique réelle, personne ne sait encore quels seraient les effets cumulatifs. Et la poussière n'est que le début. Imaginez que vous êtes debout à la surface de la Lune. Votre combinaison est pressurisée, votre apport en oxygène fonctionne, votre visière est fermée. La vue est extraordinaire. Le noir absolu de l'espace au-dessus de vous, les hautes terres lunaires, blanches et abruptes. La Terre suspendue dans le ciel, immense et bleue. On pourrait vous pardonner de penser, à cet instant,
que vous êtes simplement dans un environnement extérieur inhabituel. Quelque chose comme le sommet d'une montagne très isolée ou un désert extrêmement froid. Ce sentiment serait faux. Vous vous tenez dans l'un des environnements les plus intenses en radiation que les êtres humains aient jamais occupés. Sur Terre, nous sommes protégés des radiations spatiales par deux systèmes de défense superposés. Le premier est le champ magnétique de la planète, qui dévie les flux de particules chargées venant du Soleil et de galaxies lointaines, les courbant avant qu'elles ne puissent nous atteindre. Le second est l'atmosphère elle-même, environ 10 mètres. 10 mètres d'équivalent eau en termes de masse de blindage, suffisant pour absorber la majeure partie de ce qui traverse le champ magnétique. Ensemble, ces deux systèmes réduisent la dose de radiation à la surface terrestre à des niveaux biologiquement tolérables. La Lune ne possède aucun de ces deux boucliers. Son champ magnétique est pratiquement inexistant. Un ensemble d'anomalies locales faibles plutôt qu'une bulle protectrice globale. Son atmosphère est si ténue qu'elle est techniquement classée comme une exosphère. Un quasi-vide avec une densité de particules comparable à celle des confins de l'atmosphère terrestre. Les radiations atteignent la surface lunaire presque sans obstacle, provenant de deux sources distinctes et dangereuses. La première est celle des événements de particules solaires. Le Soleil n'est pas une source stable et constante de chaleur et de lumière. Il produit d'énormes éruptions dues aux flares solaires et aux éjections de masse coronale, qui projettent de grandes quantités de protons et d'électrons de haute énergie dans le système solaire, à des vitesses pouvant atteindre une fraction significative de la vitesse de la lumière. Sur Terre, ces événements produisent les aurores boréales et perturbent parfois les communications satellitaires. Sur la Lune, un événement majeur de particules solaires pourrait délivrer une dose de radiation létale à un astronaute non protégé en quelques heures. Le programme Apollo ne disposait pas de système d'alerte en temps réel sur la météo solaire, et les astronautes volaient essentiellement à l'aveugle sur ce point, en supposant que les planificateurs de mission avaient programmé les vols pour éviter les périodes les plus actives du Soleil. Cette confiance fut mise à rude épreuve en août 1972. Entre les missions Apollo 16 et Apollo 17, le Soleil produisit l'un des plus grands événements de particules solaires jamais enregistrés. Une éruption de classe X ayant duré plus d'une semaine et généré des niveaux de radiation qui, selon les chercheurs, auraient pu être fatals ou gravement invalidants pour des astronautes en sortie extravéhiculaire sur la surface lunaire. L'équipage d'Apollo 16 était déjà revenu. Celui d'Apollo 17 n'avait pas encore décollé. L'étroite fenêtre de chance qui a maintenu ces 12 hommes en vie en dit long sur la manière dont les risques étaient réellement compris à l'époque. La seconde source, c'est celle des rayons cosmiques galactiques, des particules chargées, protons et noyaux d'éléments plus lourds, produites par des supernovas et d'autres événements violents à travers la galaxie, voyageant à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces particules ne sont pas associées à un événement ou une direction particulière. Elles arrivent en continu de toute direction. Un fond constant de particules de haute énergie que le champ magnétique solaire peut partiellement dévier, mais sans pouvoir les éliminer. Contrairement aux radiations solaires, qui varient selon le cycle solaire et peuvent au moins en principe être surveillées et prévues, les rayons cosmiques galactiques ne peuvent pas être bloqués de manière significative par des matériaux qu'il est raisonnable d'emporter dans l'espace. Les particules ont suffisamment d'énergie pour traverser la plupart des blindages.
et lorsqu'elles interagissent avec des matériaux denses, elles peuvent même produire des radiations secondaires, une cascade de particules générées par la collision elle-même, qui, dans certaines configurations, aggrave la situation plutôt que de l'améliorer. Les études menées sur les astronautes d'Apollo ont produit des données préoccupantes. Une recherche publiée en 2016 a examiné les taux de mortalité cardiovasculaire de 3 groupes, les astronautes n'ayant jamais volé dans l'espace, ceux ayant volé en orbite basse terrestre et les astronautes lunaires d'Apollo ayant quitté la magnétosphère protectrice de la Terre. Le taux de décès par maladie cardiovasculaire chez les astronautes lunaires était 4 à 5 fois plus élevé que dans les 2 autres groupes. La taille de l'échantillon est réduite. Seuls 24 humains ont voyagé jusqu'à la Lune, et tous ne sont pas encore décédés. Et les chercheurs ont soigneusement souligné que ce résultat est suggestif plutôt que conclusif. Mais il est cohérent avec les études de laboratoire sur l'exposition aux rayons cosmiques dans des modèles animaux. Des dommages à l'endothélium vasculaire, la paroi des vaisseaux sanguins, qui s'accumulent avec le temps et augmentent le risque cardiovasculaire. De manière plus anecdotique, plusieurs astronautes d'Apollo ont rapporté des phénomènes visuels pendant leur mission, éclairs de lumière, traînées, motifs apparaissant dans leur champ visuel, même les yeux fermés. Causés par des particules de rayons cosmiques traversant directement la rétine et activant les photorécepteurs. Certains ont développé des cataractes à un âge plus précoce que leurs homologues n'ayant pas voyagé sur la Lune. Les résultats à long terme, selon un chercheur, ont globalement été rassurants. La plupart des marcheurs lunaires ont vécu jusqu'à leurs 80 et 90 ans sans excès clair de cancer. Mais les missions n'ont duré que moins de 2 semaines. Une présence prolongée sur la Lune, du type nécessaire à une base scientifique réelle ou à une étape vers Mars, impliquerait des mois d'exposition, accumulant une dose de radiation de plusieurs ordres de grandeur supérieure. Rien de tout cela ne rend un retour sur la Lune impossible. Mais cela le rend beaucoup plus complexe que la simple répétition de ce qui a été fait dans les années 1960. Car les standards de risque acceptables ont radicalement changé depuis. Les astronautes d'Apollo, presque tous pilotes d'essais militaires, habitués à voler sur des appareils expérimentaux à la sécurité incertaine, acceptaient des risques qui seraient aujourd'hui considérés comme éthiquement inacceptables. Le cadre actuel de la NASA pour la gestion de l'exposition des astronautes aux radiations inclut des limites de dose sur la carrière, un suivi régulier et des évaluations de risques obligatoires. Envoyer des humains à la surface lunaire pour des périodes prolongées selon ces standards exige soit une protection contre les radiations bien supérieure à celles qui existent aujourd'hui, soit une acceptation de risques que la culture moderne de la sécurité n'est pas prête à assumer. Les dangers de la Lune vont bien au-delà de ce qui vient de l'extérieur. La Lune elle-même est un environnement géologique actif d'une manière qui n'a été pleinement comprise qu'après que les sismomètres d'Apollo ont commencé à renvoyer des données. Et, sur certains points, qui n'est toujours pas totalement comprise aujourd'hui. Les moonquakes, lunaquakes, ont été l'une des découvertes les plus surprenantes de l'ère Apollo. Les bichosismomètres placés sur la surface lunaire entre 1969 et 1972 ont détecté des milliers d'événements sismiques pendant les années où ils ont fonctionné. Certains sont mineurs, générés par des impacts de météorites. D'autres sont associés aux forces de marée causées par la gravité de la Terre, qui tirent et étirent l'intérieur de la Lune de manière à provoquer des tremblements réguliers et prévisibles dans ses couches profondes. Mais d'autres, encore, sont des séismes superficiels,
provenant relativement près de la surface, atteignant des magnitudes allant jusqu'à 5 sur l'échelle de Richter, comparable à un tremblement de terre modéré, et durant beaucoup plus longtemps que n'importe quel événement équivalent sur Terre. Sur Terre, lorsque le sol tremble, cela dure généralement quelques secondes, ou 1 à 2 minutes lors des événements majeurs. La géologie terrestre, riche en fluides, en roches partiellement fondues et en matériaux avec un fort amortissement interne, absorbe et dissipe rapidement l'énergie sismique. La Lune, elle, est froide, rigide et sèche dans la majeure partie de son intérieur, et ne possède presque aucun mécanisme pour amortir les ondes sismiques. Lorsqu'elle tremble, elle résonne comme une cloche. Les sismomètres d'Apollo ont enregistré des moonquakes durant 10 minutes, 20 minutes, parfois davantage. Une période pendant laquelle toute structure en surface, tout habitat ou équipement posé sur le régolithe serait soumis à une vibration prolongée et soutenue. Le mécanisme à l'origine des séismes superficiels les plus puissants n'est toujours pas entièrement compris. Bien que des recherches récentes, combinant les données de l'ère Apollo et les observations du Lunar Reconnaissance Orbiter suggèrent qu'il pourrait être lié à la lente contraction de la Lune à mesure que son intérieur se refroidit, générant des failles le long desquelles la croûte glisse occasionnellement. Les implications pour la construction lunaire sont importantes. Tout habitat permanent, tout système énergétique, toute infrastructure critique placée à la surface doit être conçu pour résister non seulement à un choc bref et intense, mais à une secousse prolongée et continue. Lorsqu'on a demandé à un haut technologue de la NASA ce qu'il faudrait pour construire sur la Lune, les moonquakes figuraient sur sa liste aux côtés des radiations, des températures extrêmes et des micrométéorites comme conditions environnementales qui rendent la construction lunaire véritablement étrangère à tout ce qui existe sur Terre. Ces variations de température méritent une attention particulière. Dans les régions équatoriales de la Lune, une journée solaire dure environ 29 jours terrestres, soit environ 2 semaines de lumière solaire, continue suivie de 2 semaines d'obscurité continue. En plein soleil, les températures de surface atteignent environ 127 degrés Celsius, assez chaud pour faire bouillir de l'eau. Dans l'obscurité, elles chutent à environ moins 173 degrés Celsius, assez froid pour solidifier l'azote de l'air qui se trouverait autrement à l'intérieur de la combinaison d'un astronaute. L'écart total de température entre les zones éclairées et les zones dans l'ombre. Une transition pouvant se produire en un seul pas si l'on passe de la lumière directe à l'ombre d'un rocher est d'environ 300 degrés. Les matériaux se dilatent et se contractent avec la chaleur. Des joints parfaitement ajustés à une température peuvent ne plus l'être à une autre. Les composants électroniques ont des plages de fonctionnement. Les lubrifiants se figent ou se vaporisent. Chaque décision de matériaux dans la conception d'équipements lunaires doit tenir compte de variations thermiques supérieures à tout ce que l'on rencontre dans un environnement comparable sur Terre. Et puis, il y a les météorites. L'atmosphère terrestre est un bouclier continu qui brûle chaque jour des milliers de petites roches avant qu'elles n'atteignent la surface. La Lune ne possède pas une telle protection. Tout ce qui arrive dans l'espace lunaire atteint la surface lunaire. Des particules microscopiques qui sont essentiellement de la poussière se déplaçant à plusieurs kilomètres par seconde, jusqu'à des objets occasionnellement plus grands. Le flux de micrométéorites, cette pluie constante de minuscules particules à grande vitesse,
et c'est quelque chose que toutes les surfaces lunaires subissent depuis 4 milliards d'années. Ce qui explique pourquoi chaque roche ramenée par les missions Apollo présente de petits cratères d'impact visibles uniquement à fort grossissement. Une zone d'environ la taille d'un terrain de basket-ball sera frappée par une particule d'un demi-millimètre chaque année en moyenne, à des vitesses d'environ 13 km par seconde. Pour un habitat, un panneau solaire ou une combinaison pressurisée, cela signifie que l'occupation prolongée de la surface lunaire est un combat continu contre des dommages progressifs qui s'accumulent avec le temps. Lorsque le programme Artemis a commencé à développer le Space Launch System, SLS, la nouvelle fusée lourde de la NASA, destinée à être le successeur spirituel de la Saturne V. Les ingénieurs ont dû faire un choix. Ils pouvaient concevoir une fusée entièrement nouvelle, à partir de principes fondamentaux, en utilisant des techniques de fabrication modernes et la science des matériaux contemporaines. Ou ils pouvaient s'appuyer fortement sur du matériel existant, en particulier les moteurs et les propulseurs à propergol solide du programme de la navette spatiale, désormais retiré, des systèmes déjà connus avec de longs historiques de vol. Ils ont choisi la seconde option, en partie pour des raisons de coût, et en partie parce que réutiliser une technologie connue semblait moins risqué que tout développer depuis zéro en même temps. Le cœur du Space Launched System utilise des moteurs RS-25 qui ont volé sur la navette. Ces propulseurs à propergol solide sont des versions améliorées de ceux de la navette. La capsule Orion placée au sommet repose sur des travaux de conception commencés dans le cadre du programme Constellation annulée, lui-même fondé sur des concepts de l'ère Apollo. Cette décision avait du sens à bien des égards. Mais elle a aussi signifié que le SLS a hérité de certains modes de défaillance spécifiques de la navette. Les fuites d'hydrogène qui ont retardé la mission Artemis II à plusieurs reprises au début de 2026, le lancement était initialement prévu pour fin 2024, puis repoussé à septembre 2025, puis à février 2026, puis à mars 2026, après la détection d'une fuite importante lors des essais, étaient liées à une technologie qui avait déjà causé des problèmes similaires depuis l'époque de la navette. Les mêmes ingénieurs qui avaient travaillé sur ces problèmes avaient déjà pris leur retraite ou changé de poste. Trouver et réparer les fuites n'était pas impossible, mais c'était plus lent et plus coûteux que cela ne l'aurait été avec un système conçu dès le départ à l'aide de technologies modernes d'étanchéité. Comme l'a dit un analyste, il est parfois plus facile de construire la maison que l'on veut que de rénover une structure où la salle de bain est à côté de la cuisine et les placards à des hauteurs incohérentes. La capsule Orion a développé ses propres problèmes. Lors du vol sans équipage d'Artemis, en 2022, son bouclier thermique a subi une érosion plus importante que prévu lors de la rentrée à vitesse lunaire. Le matériau carbonisé qui s'est détaché était plus abondant que ce que les modèles informatiques avaient anticipé. Bien que les ingénieurs aient évalué la situation et conclu finalement qu'un équipage n'aurait pas été en danger, l'enquête a pris des années et a contribué à des retards supplémentaires. Le SLS lui-même coûte environ 4 milliards de dollars par lancement, un chiffre que même de hauts responsables de la NASA ont décrit comme insoutenable au niveau budgétaire actuel. Le programme Artemis, dans son ensemble, est estimé à environ 93 milliards de dollars jusqu'à l'exercice fiscal 2025.
le premier alunissage réel et s'est passé d'Artemis 3 à Artemis 4, prévu pour 2028. Et cette date dépend de la réussite par SpaceX du développement du système d'alunissage Starship, un véhicule qui nécessite environ une douzaine de vols de ravitaillement en orbite pour accumuler suffisamment de propelgol pour une seule descente et remontée lunaire. Début 2026, l'atterrisseur de SpaceX accuse au moins 2 ans de retard sur son calendrier initial, avec d'autres retards jugés probables par le propre panel consultatif de sécurité de la NASA. Rien de tout cela ne suggère que le programme Artemis soit condamné, ou que les êtres humains ne retourneront jamais sur la Lune. La trajectoire va clairement vers l'avant. Artemis 2 a été lancé. Du matériel est en construction et en test. Les problèmes rencontrés sont réels mais résolubles. Mais l'écart entre les réalisations de l'ère Apollo et le présent n'est pas simplement une question de technologie perdue ou de volonté politique. Il reflète aussi quelque chose de plus fondamental. La reconnaissance du fait qu'aller sur la Lune et y rester, faire quelque chose de permanent et soutenu plutôt qu'une simple pose de drapeau, est un problème qualitativement plus difficile que d'y aller une seule fois, et qu'il exige de résoudre des dangers que le programme original a largement évités, simplement parce qu'il ne restait pas assez longtemps pour les rencontrer. Il existe une catégorie de problèmes que les missions Apollo n'ont jamais été assez longues dans l'espace pour révéler entièrement. Le temps maximum passé par un équipage d'Apollo dans l'environnement lunaire a été de 12 jours, et seule une fraction de ce temps a réellement été passée à la surface. 12 jours suffisent pour exposer ce que l'environnement radiatif de la Lune peut faire au corps à court terme. Ce n'est pas suffisant pour exposer ce que des mois de gravité réduite, de bombardements radiatifs continus, de sommeil perturbé et de stress physiologique font réellement avec le temps. Et ce que les chercheurs ont appris de la Station spatiale internationale sur ces effets à long terme a considérablement modifié les calculs de planification pour toute base lunaire sérieuse. Commençons par la gravité, ou plutôt par son absence presque totale. La gravité à la surface de la Lune est d'environ 1/6 de celle de la Terre. Cela semble bénin, voire agréable. Vous ne pèseriez plus qu'1/6 de votre poids terrestre. Soulever des objets serait facile. Se déplacer semblerait léger. En pratique, cela déclenche une cascade de changements physiologiques qui commencent presque immédiatement et s'accumulent avec le temps de manière encore mal comprise. Le corps humain est, dans sa structure la plus profonde, une adaptation à une gravité de 1G. Les os sont denses parce qu'ils doivent supporter le poids et résister au stress mécanique du mouvement sous ce poids. Les muscles sont conçus pour déplacer un corps constamment attiré vers la surface d'une planète. Le système cardiovasculaire est calibré pour pomper le sang vers le haut contre la gravité afin d'atteindre le cerveau. Lorsque la gravité est supprimée ou fortement réduite, tous ces systèmes commencent à se réorganiser en fonction de cette nouvelle réalité, et cette réorganisation n'est-ce pas bénigne? La perte de masse osseuse en microgravité est l'un des effets les mieux documentés. Dans l'environnement d'apesanteur de l'ISS, les astronautes perdent de la densité minérale osseuse à un rythme d'environ 1 à 1,5% par mois dans les os porteurs. La colonne vertébrale, le bassin, le fémur et le tibia, le squelette structurel qui maintient le corps debout sur Terre. Lors d'une mission de 6 mois sur l'ISS, un astronaute peut perdre autant de masse osseuse qu'une personne de 70 ans en 10 ans de vieillissement normal. Après le retour sur Terre, la récupération est lente, nécessitant généralement 2 à 3 ans de rééducation
pour retrouver la densité d'avant-vol. Et certaines études suggèrent qu'elle peut ne jamais être totalement complète. Le processus est simple en principe. L'os est un tissu vivant qui répond à la charge mécanique en se maintenant, et en l'absence de cette charge, les cellules qui résorbent l'os prennent le dessus sur celles qui le reconstruisent jusqu'à atteindre un nouvel équilibre plus bas. Le calcium est libéré du squelette dans la circulation sanguine, augmentant le risque de calculs rénaux. Les os qui supportent normalement le poids sur Terre deviennent progressivement plus fragiles. La gravité lunaire d'un sixième n'est pas de la microgravité et personne ne sait encore précisément comment l'os réagit à un sixième G sur de longues périodes. Il est presque certain que c'est mieux que 0 G. Mais si cela suffit, si le corps atteint un équilibre stable à un sixième de gravité sans continuer à perdre de masse osseuse indéfiniment, reste une question ouverte de recherche. La réponse est cruciale pour la viabilité d'une habitation lunaire à long terme, et elle ne peut pas être obtenue sans envoyer réellement des humains sur la Lune pour des séjours prolongés et observer ce qui se passe. Les muscles racontent une histoire similaire. En absence de gravité, les muscles posturaux, ceux du dos, des mollets, des cuisses, tous les systèmes qui travaillent en permanence contre la gravité sur Terre pour maintenir une posture et permettre le mouvement, ne sont plus sollicités de la même manière. Ils commencent à s'atrophier en quelques jours. Sans contre-mesure intensive, un astronaute peut perdre entre 10 et 20% de sa masse musculaire en seulement 2 semaines d'apesanteur. En 6 mois, sans les programmes d'exercice structurés de l'ISS, environ 2 heures par jour, la perte serait suffisamment importante pour affecter la capacité à marcher et à effectuer des tâches physiques de base. Les fibres musculaires et les mêmes changent. Les fibres lentes d'endurance, essentielles à la posture et à l'activité prolongée, sont progressivement remplacées par des fibres rapides, plus adaptées à des efforts brefs et explosifs. L'exercice aide. Les dispositifs de résistance de l'ISS, qui simulent la musculation par charges ajustables, ont réduit, sans l'éliminer, la perte osseuse et musculaire. Sur la Lune, où il existe une gravité réelle mais réduite, ces contraintes seraient différentes et légèrement moins critiques. Les astronautes pourraient marcher, porter des charges, escalader des pentes, ce qui fournit une charge naturelle absente en microgravité. Mais savoir si cela suffit à maintenir le système musculo-squelettique pendant des mois ou des années reste une question ouverte. Le système cardiovasculaire pose un autre ensemble de problèmes. Sur Terre, le cœur travaille contre une force constante vers le bas, et toute l'architecture circulatoire est calibrée pour remonter le sang vers le cerveau. En gravité réduite, les fluides se déplacent vers la tête. Un phénomène immédiatement perceptible comme un visage gonflé et une congestion nasale. Une sensation de pression crânienne souvent décrite comme un état permanent de légère inversion. Le cœur, moins sollicité, se désentraîne progressivement. Au retour sur Terre, après de longues missions, de nombreux astronautes souffrent d'intolérance orthostatique. En position debout, le sang s'accumule dans les membres inférieurs et le système cardiovasculaire, adapté à de faibles exigences, ne compense pas assez vite, provoquant étourdissement et parfois évanouissement. Sur la Lune, cette transition se produit dès l'arrivée et non au retour. Les astronautes arrivant après plusieurs jours de microgravité dans le transit spatial arrivent déjà avec un système cardiovasculaire partiellement adapté à de faibles charges gravitationnelles.
Gérer cette transition fait partie des défis réels de conception des missions. Puis vient le cerveau. Les recherches de l'ère de l'ISS ont révélé quelque chose d'inquiétant. Les vols spatiaux prolongés semblent modifier structurellement le cerveau. Des IRM réalisés avant et après les missions montrent des changements dans le volume et la position de la matière grise, des modifications de la circulation du liquide céphalorachidien et parfois des rétrécissements des espaces où ce fluide circule. Le mécanisme semble lié au déplacement de fluide. Le liquide céphalorachidien s'accumule vers la tête en gravité réduite, pouvant modifier la pression intracrânienne au fil du temps. Certains astronautes ont développé des troubles visuels après de longues missions, changement de forme du globe oculaire et du nerf optique, parfois persistants après leur retour. Ce phénomène est appelé syndrome neuro-oculaire associé aux vols spatiaux et reste mal compris. Tout cela était largement invisible à l'époque Apollo, car les missions étaient trop courtes pour que les effets à long terme apparaissent. 12 jours ne suffisent pas à révéler la perte osseuse, les changements cérébraux ou le désentraînement cardiovasculaire observés lors de séjours prolongés sur l'ISS. Les astronautes d'Apollo sont revenus, se sont rétablis, et cela a été interprété comme une preuve que le vol spatial était physiologiquement gérable. Cela montrait en réalité seulement que le vol spatial court était gérable. La question de ce que fait le vol spatial prolongé, et en particulier ce que fait un séjour prolongé dans la gravité lunaire d'un sixième, est une question que toute l'ère de l'ISS, en gravité zéro, n'a pas pu résoudre. C'est une question à laquelle on ne peut répondre qu'en allant sur la Lune et en y restant. Près du pôle sud de la Lune, il existe des endroits qui n'ont pas vu la lumière du Soleil depuis plus de 2 milliards d'années. La Lune est inclinée sur son axe d'à peine 1,5 degré, presque rien comparé aux 23,5 degrés de la Terre. Cela signifie que près des pôles lunaires, le Soleil ne s'élève jamais à plus de quelques degrés au-dessus de l'horizon. Les sols situés au fond des cratères suffisamment profonds pour bloquer même cet angle très faible de lumière solaire restent dans une obscurité permanente. La température au fond de ces cratères a été mesurée à environ moins 250 degrés Celsius, plus froid que la surface de Pluton. Ces régions sont appelées régions en ombre permanente. Et dans le cadre du retour humain sur la Lune, elles pourraient être la géographie la plus importante de toute la surface lunaire. La raison est l'eau. Parce que ces fonds sont si froids et qu'ils l'ont été pendant des milliards d'années, toute molécule d'eau y ayant atterri. Transportée par des impacts de comètes, par des collisions d'astéroïdes ou par la lente migration de molécules d'eau à travers la surface lunaire jusqu'à être piégée dans une trappe froide. Y est restée gelée depuis lors. L'eau ne s'évapore pas à ces températures. Elle ne sublime pas. Elle reste là, dans l'obscurité, indéfiniment. Les scientifiques soupçonnaient depuis des décennies que ces pièges froids polaires pouvaient contenir de la glace avant que les preuves ne deviennent concluantes. La mission Clémentine en 1994 a détecté des signatures compatibles avec de la glace. La mission Lunar Prospector en 1998 a trouvé des concentrations élevées d'hydrogène au pôle, compatibles avec de la glace d'eau. En 2009, la NASA a intentionnellement écrasé la sonde L-CROSS dans le cratère Cabus et a traversé le nuage de débris avec un autre instrument, détectant directement de la vapeur d'eau et des grains de glace.
confirmant la présence réelle d'eau dans les cratères en nombre permanente, avec des concentrations d'environ 5% en masse à Cabeuse. Une étude publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences en 2018, utilisant les données de la mission indienne Chandrayaan-1, a fourni une confirmation spectroscopique de glace exposée à la surface en plusieurs sites polaires, indiquant que plus de 90% des détections se situaient à moins de 10 degrés des pôles. Les dépôts de glace confirmés se concentrent dans un ensemble de cratères proches du pôle sud: Shackleton, de Gerlach, Haworth, Nobile, Cabus et plusieurs autres. La surface totale des régions en nombre permanente sur la Lune est d'environ 30 et 1 000 km², plus grande que la Belgique. Personne ne sait exactement combien de glace d'eau est piégée dans ces cratères. Les estimations vont de centaines de millions à potentiellement des milliards de tonnes selon la profondeur des dépôts sous la surface. Des recherches récentes suggèrent donc que cette glace n'est peut-être pas une couche uniforme, mais un mélange complexe. Un peu de glace en surface, une autre partie mélangée au régolithe à différentes profondeurs, et du matériau gelé ancien à plusieurs mètres sous la surface, intact depuis des milliards d'années. Comprendre ce qui se trouve réellement dans ces cratères, la profondeur, la distribution, la pureté et la composition chimique de la glace, c'est l'un des principaux objectifs scientifiques du programme Artemis. Cela nécessite d'y envoyer des humains, car les missions robotiques se heurtent à une limitation fondamentale dans les cratères en nombre permanente. Le sol est dans l'obscurité, l'énergie solaire n'y fonctionne pas, les températures font échouer la plupart des systèmes électroniques, et le terrain extrêmement froid est extraordinairement difficile à parcourir. L'impact de Elteirus était une preuve de concept, pas une exploration. La mission IM-2 d'Intuitive Machines, au début de 2025, qui a transporté un petit rover nommé Grace dans la région en nombre du cratère Marston, a constitué une autre étape. Bien que l'atterrisseur principal se soit renversé à l'atterrissage, limitant les résultats obtenus. Envoyer de vrais humains au pôle sud, avec des foreuses, des outils d'échantillonnage et la flexibilité cognitive pour s'adapter à ce qu'ils découvrent, et c'est la seule manière de caractériser complètement ces zones. L'importance stratégique de la glace dépasse largement sa valeur scientifique. L'eau sur la Lune est, en pratique, du carburant pour fusée. Par électrolyse, en faisant passer un courant électrique dans l'eau, elle peut être séparée en hydrogène et oxygène, les deux composants de l'un des mélanges propulsifs les plus efficaces connus en astronautique. L'hydrogène liquide et l'oxygène liquide alimentaient précisément les étages supérieurs de la Saturne V et comptent parmi les principaux candidats pour les futurs véhicules d'exploration lointaine. Si l'on pouvait établir une installation de production au pôle sud lunaire pour extraire la glace du régolithe, l'électrolyseur, liquéfier les gaz obtenus et les stocker en orbite, la Lune deviendrait une infrastructure véritablement transformatrice. Une station de ravitaillement au bord du puits gravitationnel terrestre, où les vaisseaux à destination de Mars, de la ceinture d'astéroïdes ou d'ailleurs pourraient faire le plein à une fraction du coût de lancement depuis la Terre. La physique est implacable. Envoyer 1 kilogramme depuis la surface terrestre jusqu'en orbite coûte entre quelques centaines et quelques milliers de dollars selon le lanceur, en brûlant d'énormes quantités de propergol. Envoyer ce même kilogramme depuis la surface de la Lune coûte environ 1/5 de l'énergie.
car la gravité y est celui-ci est beaucoup plus faible. Un futur où la glace lunaire devient du carburant et sert au ravitaillement en espace profond pourrait transformer fondamentalement l'économie de l'exploration du système solaire, rendant les missions vers Mars moins coûteuses, facilitant la construction d'infrastructures spatiales massives et permettant des activités aujourd'hui hors de portée financière. Les cratères en ombre permanente offrent aussi autre chose, rarement évoquée dans le contexte de l'exploration lunaire. Les cratères proches des pôles sont adjacents à des bords de cratères qui bénéficient d'un ensoleillement quasi continu. Les pôles lunaires reçoivent la lumière sous des angles si faibles que certaines hauteurs restent éclairées presque en permanence. Certains rebords, près du pôle sud, sont ensoleillés plus de 80% du temps. Une base lunaire située sur le bord de l'un de ces cratères aurait accès à une énergie solaire quasi constante, à la glace dans les zones sombres adjacentes et à deux environnements géologiques distincts à très courte distance. Cette combinaison n'existe nulle part ailleurs sur la Lune. Et c'est pourquoi le pôle sud est la cible d'Artémis, du programme chinois d'exploration lunaire habitée et de presque toutes les planifications sérieuses d'une présence durable. Il existe encore une ressource supposée dans ces cratères polaires, dont l'importance à long terme est plus incertaine. L'hélium 3. Le vent solaire, qui souffle continuellement depuis le Soleil, contient de l'hélium 3. Un isotope extrêmement rare sur Terre, mais accumulé dans le régolithe lunaire depuis des milliards d'années. Les régions en ombre permanente pourraient en concentrer davantage, jusqu'à environ 50 parties par milliard ou plus. L'hélium 3 est un carburant potentiel pour une forme de fusion nucléaire deutérium-hélium 3, produisant moins de déchets radioactifs que les réactions de fusion classiques et une production énergétique plus efficace. Reste à savoir si cette technologie deviendra un jour pratique. Les scientifiques débattent encore de la viabilité économique de son extraction lunaire. Mais la possibilité que le pôle sud lunaire contienne non seulement de l'eau et du carburant pour fusées, mais aussi le combustible d'une future génération d'énergie propre, ajoute une couche supplémentaire à l'importance stratégique de ce territoire si disputé. Pendant que le débat politique sur le retour ou non sur la Lune se déroulait pendant 5 décennies, quelque chose d'important se produisait en silence. Les robots y sont allés. Pas à la surface, pas souvent, et pas toujours avec succès. Mais en orbite, oui, en nombre. Et ce que les orbiteurs ont découvert dans les décennies suivantes Apollo a transformé la compréhension scientifique de la Lune. D'un monde qui semblait globalement connu à un monde qui s'est révélé bien plus étrange, plus riche et scientifiquement plus intéressant que ce que l'on avait apprécié durant l'ère Apollo elle-même. La mission Clémentine de 1994, un projet conjoint de la NASA et de l'Organisation de défense antimissiles balistiques, fut le premier engin à orbiter la Lune depuis la fin de l'ère Apollo. Elle a cartographié toute la surface lunaire dans plusieurs longueurs d'onde, renvoyant une image globale de la composition minéralogique de la Lune que les missions Apollo, qui n'avaient échantillonné que 6 sites dans une étroite bande équatoriale, ne pouvaient pas fournir. La sonde a également cartographié le champ gravitationnel lunaire, avec un niveau de détail sans précédent, révélant des mascons, des régions de concentration anormale de masse sous la surface, héritées d'anciens impacts, qui doivent être pris en compte pour toute navigation de précision lors des atterrissages.
Lunar Prospector a été volontairement écrasé dans un cratère du pôle sud à la fin de sa mission, dans l'espoir de détecter de la vapeur d'eau dans le panache résultant. L'expérience fut non concluante. Mais la mission a établi que les régions polaires méritaient une attention scientifique sérieuse, qui viendrait plus tard. L'orbiteur indien Chandrayaan-1, lancé en 2008, embarquait un instrument appelé Moon Mineralogy Mapper, qui a détecté des molécules d'hydroxyle et d'eau réparties beaucoup plus largement que prévu sur la surface lunaire, non seulement dans les pièges froids polaires, mais aussi dans des régions éclairées à plus basse latitude, intégrées dans la couche supérieure du régolithe, avec des concentrations variant selon la température et l'heure du jour. Cette découverte impliquait que l'eau sur la Lune n'était pas seulement une caractéristique des environnements polaires extrêmes, mais un élément de la chimie de surface lunaire en général. Elle signifiait aussi que la Lune, longtemps considérée comme l'un des endroits les plus secs du système solaire, était en réalité plus humide que ne le suggéraient les échantillons Apollo. Ces échantillons ayant été prélevés dans des régions équatoriales, stockés dans des contenants permettant un certain dégazage et étudiés dans l'atmosphère relativement humide de la Terre, ce qui a conduit à une sous-estimation systématique de leur teneur en HALAO. Le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, lancé en 2009 et toujours opérationnel plus de 15 ans plus tard, a produit la carte la plus complète de la surface lunaire jamais réalisée. Ces caméras ont atteint dans certaines zones une résolution proche du demi-mètre par pixel, révélant des structures géologiques à une échelle comparable à la photographie aérienne de basse altitude sur Terre. Il a cartographié les températures de surface, les pentes, la distribution des régions en ombre permanente et les sites d'alunissage Apollo, confirmant même que les équipements, les drapeaux et les étages de descente se trouvent toujours exactement là où les astronautes les ont laissés. Ces instruments thermiques ont caractérisé les extrêmes de température des cratères polaires avec suffisamment de précision pour déterminer où la glace d'eau est la plus susceptible d'être stable en surface. Ces données ont permis de produire des modèles topographiques haute résolution du pôle sud, utilisés pour choisir des sites d'atterrissage, identifier des corridors d'approche sûrs et planifier les déplacements de futurs rovers et astronautes. L-CROSS, qui a intentionnellement percuté le cratère Cabeus en 2009, était une mission différente. Non pas un orbiteur, mais un impacteur, conçu pour soulever un panache de matière du fond du cratère, afin qu'il soit analysé avant que l'engin suive lui-même et s'écrase. L'analyse a détecté de la glace d'eau, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, du méthane, de l'ammoniac, de l'hydrogène gazeux, du calcium, du mercure et d'autres composés dans les débris, confirmant que les régions en ombre permanente ne sont pas seulement des pièges à froid pour l'eau, mais des réservoirs de chimie complexe accumulés depuis des milliards d'années. La présence de mercure, identifiée plus tard comme un possible problème de contamination pour toute eau extraite à des fins humaines, illustre la complexité réelle du pôle sud. Il ne s'agit pas d'une couche propre de glace, mais d'un mélange chimiquement complexe nécessitant un traitement avant toute utilisation. La mission Chandrayaan-3 de l'Inde, en août 2023, a réalisé ce qu'aucune mission précédente n'avait accompli. Un atterrissage réussi près du pôle sud lunaire, à environ 70 degrés sud. La mission a fonctionné pendant environ 2 semaines terrestres, la durée d'un jour lunaire, avant que la nuit lunaire ne s'installe et que ses instruments solaires cessent de fonctionner. Durant ce temps, son rover Pragyan a confirmé la présence de soufre et d'autres éléments dans le régolithe polaire.
mesurer des variations de température montrant un refroidissement rapide du sol sur quelques centimètres de profondeur, et démontrer que l'atterrissage et l'exploitation près du pôle sud sont possibles avec la technologie actuelle. Au début de 2025, le programme Commercial Lunar Payload Services de la NASA a vu l'atterrisseur IM d'Intuitive Machines tenter d'atteindre le plateau Mons-Mouton près du pôle sud. La mission s'est terminée lorsque l'atterrisseur a basculé à l'atterrissage. Rappelle que le terrain du pôle sud, avec ses pentes, ses rochers et ses propriétés de surface mal connues, pose des défis de navigation et d'alunissage absent des sites équatoriaux. Le petit Grover Grace a néanmoins réussi un bref vol avant la fin de la mission. Mais l'objectif d'entrer dans un cratère en ombre permanente pour y mesurer directement ses propriétés n'a pas été atteint. Ce que l'ensemble de ces missions robotiques révèle, c'est une Lune à la fois mieux comprise et plus mystérieuse qu'à la fin d'Apollo. Mieux comprise en termes de géologie globale, de diversité compositionnelle, de contenu en eau et de géographie des ressources polaires. Plus mystérieuse en ce sens que chaque nouvelle mesure a révélé une complexité inattendue, distribution variable de l'eau, richesse chimique des pièges froids, activité géologique suggérée par les moonquakes, interaction subtile entre vent solaire, rayonnement cosmique et chimie du régolithe modifiant la surface de manière encore mal comprise. Les robots ont été des explorateurs remarquables. Mais leurs découvertes ont renforcé le besoin scientifique d'envoyer des humains. Et elles ont souligné, par leurs propres limites, incapacité à improviser, à forer plus profondément lorsqu'un résultat intéressant apparaît, à modifier une mission en cours. Pourquoi les robots seuls ne suffisent pas, Moussaba? Il existe une dimension géopolitique à tout cela qu'il vaut la peine de comprendre, car elle ressemble de façon inconfortable à la situation qui avait conduit à Apollo en premier lieu. La Chine dispose d'un programme spatial mature et en progression rapide. Sa série de missions Chang'e a réussi à allunir plusieurs sondes sur la Lune, y compris sur la face cachée, ce qu'aucun autre pays n'avait accompli. En 2020, la mission Chang'e 5 a rapporté des échantillons lunaires sur Terre, le premier retour d'échantillons depuis plus de 40 ans. La Chine a annoncé son intention d'envoyer des humains sur la Lune avant 2030 dans le cadre de son programme chinois d'exploration lunaire habitée, et contrairement au calendrier de la NASA, souvent retardé, les jalons du programme spatial chinois ont généralement été respectés. Le pays construit son propre lanceur lourd, le Long March 9, spécifiquement pour les missions habitées en espace lointain. La Chine n'a pas signé les accords Artemis, le cadre de principe élaboré par la NASA avec des partenaires internationaux pour régir les activités lunaires, couvrant tout, de l'extraction des ressources à la création de zones de sécurité autour des sites d'alunissage. Ces accords reflètent une vision particulière de la manière dont les ressources lunaires devraient être développées et partagées, et l'absence de la Chine signifie qu'un second programme lunaire habité opérant en dehors de ce cadre pourrait établir des faits sur le terrain, ou plutôt dans le régolithe, qui compliquerait aussi fortement les questions de gouvernance. Le pôle sud de la Lune est devenu le centre de cette compétition à cause de ce qui s'y trouve. De la glace d'eau, piégée dans des cratères en ombre permanente qui n'ont pas vu la lumière du Soleil depuis des milliards d'années. La NASA, comme la Chine, visent cette région pour leur future mission habitée. Cette dynamique concurrentielle a réintroduit une forme d'urgence qui avait disparu dans les décennies suivantes Apollo. Le Congrès américain montre un intérêt plus constant pour le financement d'Artemis que pour les programmes de retour lunaire précédents, en partie à cause du facteur chinois.
L'argument selon lequel les États-Unis doivent établir des normes et une présence sur la Lune avant une autre grande puissance est devenu une justification budgétaire plus solide que le seul argument scientifique. Scott Pace de l'Université George Washington l'a formulé clairement. Artemis a des objectifs scientifiques, mais il façonne aussi l'environnement international de l'espace. Cette double justification, scientifique et stratégique, ressemble davantage à la logique d'Apollo que tout ce qui a suivi. Reste à savoir si cela produira l'engagement durable qu'exigeait Apollo. Le schéma historique, annonce ambitieuse, progrès initial, pression budgétaire, annulation, redémarrage sous un autre nom, s'est répété si souvent que le scepticisme est raisonnable. Mais certains éléments de la période actuelle sont réellement différents. L'implication des entreprises commerciales, en particulier SpaceX, a introduit une dynamique concurrentielle dans le secteur spatial américain qui n'existait pas à l'époque d'Apollo. Le système Starship de SpaceX, malgré ses défis de développement actuels, représente une approche de l'économie du lancement fondamentalement différente des fusées consommables de la première ère spatiale. Blue Origin construit son propre module d'alunissage. Rocket Lab développe de nouvelles capacités. Le secteur spatial commercial investit à une échelle que les programmes gouvernementaux seuls n'ont jamais pu soutenir. Et le calendrier chinois est réel. Que les États-Unis atteignent ou non leur objectif de 2028, la décennie 2030 verra presque certainement le retour de l'être humain sur la Lune. Qu'il s'agisse d'astronautes américains, de taïkonautes chinois ou des deux. L'écart de 50 ans touche à sa fin. L'empreinte de Gene Cernan va avoir de la compagnie. L'argument en faveur d'un retour sur la Lune, et surtout d'y rester plutôt que de simples visites, repose sur bien plus que la géopolitique et la fierté nationale, même si ces deux motivations sont réelles et actuellement utiles. Commençons par la science. Les missions Apollo ont rapporté 382 kg d'échantillons lunaires étudiés sans interruption depuis plus de 50 ans et qui continuent encore aujourd'hui de produire des découvertes. Des recherches publiées récemment, combinant ces échantillons avec les données de missions robotiques, ont permis d'affiner les théories sur la formation de la Lune. L'hypothèse principale étant qu'elle est née des débris d'un impact géant entre la prototerre et un objet de la taille de Mars il y a environ 4,5 milliards d'années, et d'améliorer notre compréhension de l'évolution précoce du système solaire. On s'attend à ce que les échantillons provenant des régions polaires, collectés lors de futures missions, soient chimiquement et géologiquement différents de tout ce que contient la collection Apollo, car ces régions n'ont jamais été explorées, et leurs cratères en ombre permanente ont pu préserver des matériaux issus des débuts du système solaire pratiquement intacts. Au-delà de la Lune elle-même, les dépôts de glace polaire représentent un trésor scientifique. La glace d'eau accumulée dans ces cratères sombres depuis des milliards d'années contient probablement un enregistrement chimique des comètes, des astéroïdes et de la poussière interstellaire qui l'ont alimentée. Un registre de l'histoire du système solaire inaccessible ailleurs. Comprendre l'origine de cette eau et sa composition ne concerne pas seulement la science lunaire, mais aussi des questions fondamentales sur l'origine de l'eau sur Terre et potentiellement sur l'apport de molécules organiques ayant précédé l'apparition de la vie. Vient ensuite l'argument de l'ingénierie. Une présence humaine durable sur la Lune exigerait de résoudre tous les problèmes nécessaires à une présence humaine durable sur Mars,
mais à une fraction de la distance et du risque. La Lune est à 3 jours de voyage. En cas de problème, urgence médicale, panne technique, rupture de ravitaillement, un retour sur Terre peut être envisagé en quelques jours. Mars, elle, se trouve à 6 mois à plus d'1 an de distance selon les alignements orbitaux, et dans de nombreux scénarios, aucun retour n'est possible avant la prochaine fenêtre de lancement. Apprendre à construire des habitats, produire de la nourriture, extraire des ressources, gérer les effets à long terme de la santé humaine, fonctionner dans un environnement de radiation et maintenir une présence dans un monde qui tente activement de vous tuer. Tout cela s'apprend beaucoup mieux sur la Lune, qu'en tentant directement une première fois l'espace interplanétaire. C'est la logique derrière l'approche actuelle de la NASA avec Artemis. Un pas vers Mars, et non une fin en soi. Certains critiques estiment qu'il serait plus rapide et moins coûteux de sauter la Lune et d'aller directement sur Mars. Et certains experts sérieux défendent cette position. Mais l'argument inverse, qu'il est imprudent d'attaquer directement le problème le plus difficile alors qu'on peut en apprendre les leçons essentielles dans un environnement plus tolérant, reste solidement défendable, surtout à la lumière de tout ce qui a été découvert sur les dangers physiques de l'espace profond depuis l'ère Apollo. Le 1er avril 2026, 4 astronautes ont été lancés à bord d'Artemis II. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen, un équipage plus diversifié que celui de n'importe quel vol Apollo, ont voyagé à bord du vaisseau Orion pour un trajet de 10 jours autour de la Lune et retour. Ils n'ont pas aluni, ils n'ont pas tenté de le faire. La mission était un vol d'essai, conçu pour valider les systèmes de survie, de navigation, de communication, les opérations en espace lointain et les performances de la capsule Orion avec des humains à bord dans des conditions réelles d'espace profond. La trajectoire de retour libre qu'ils ont suivie, utilisant la gravité lunaire pour revenir vers la Terre, ressemblait davantage à celle du dramatique Apollo 13 qu'à une mission d'exploration de surface. Aucun nouveau territoire n'a été ouvert au sens de l'exploration. Mais quelque chose d'important s'est tout de même produit. Pour la première fois, depuis décembre 1972, des êtres humains ont quitté l'orbite terrestre pour voyager vers la proximité d'un autre monde. Pour la première fois, depuis plus de 50 ans, des personnes se sont retrouvées au-delà de la protection de la magnétosphère terrestre, exposées à l'environnement complet de radiation de l'espace profond, dépendant entièrement de systèmes construits et testés selon des normes de sécurité modernes pour leur survie. La mission a produit des données sur l'exposition aux radiations, sur les performances d'Orion avec un équipage, sur la réponse de la physiologie humaine en espace profond, qui influenceront directement tout ce qui suivra. L'équipage qui atterrira réellement sur la Lune n'a pas encore été annoncé. Artemis IV, prévu pour 2028, verrait 2 des 4 membres transférés depuis Orion vers un module d'alunissage Starship en orbite lunaire, puis descendre vers le pôle sud. Les premiers humains à marcher sur la Lune depuis que Gene Cernan a quitté la surface en décembre 1972. Si tout se déroule comme prévu, il passerait environ 1 semaine à la surface, effectuerait plusieurs sorties extravéhiculaires, collecterait des échantillons de la région polaire et démontrerait les équipements et procédures nécessaires à des séjours plus longs. Il remonterait ensuite vers Orion et reviendrait sur Terre. Si ce calendrier sera respecté, reste profondément incertain.
L'histoire du programme Artemis est une succession de prévisions confiantes suivies d'ajustements. Et rien n'indique que ce schéma ait disparu. Le développement de Starship par SpaceX, élément clé de l'alunissage habité, combine une ambition extraordinaire et des défis techniques importants. Et la séquence nécessaire de ravitaillement en orbite pour une mission lunaire n'a encore jamais été réalisée. Les nouvelles combinaisons spatiales développées par Axiom Space ont passé des revues internes début 2026, mais elles sont encore en cours d'évaluation par la NASA et doivent être validées en conditions réelles de DEVA avant d'être considérées comme fiables pour des activités de surface lunaire. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le défi est pris au sérieux, d'une manière que les programmes de retour lunaire précédents n'avaient jamais pleinement atteinte. La combinaison d'une pression concurrentielle réelle exercée par la Chine, de la participation du secteur commercial, de l'expérience accumulée de l'ISS et des leçons durement apprises du programme de la navette a produit un programme qui, malgré ses difficultés, a construit et fait voler son lanceur principal et son vaisseau spatial. C'est déjà plus loin que toute initiative lunaire post-Apollo ne l'avait jamais atteinte. L'empreinte de Gene Cernan est toujours là. Dans 1 an ou 2, si tout se déroule comme prévu, elle aura de la compagnie. Pas au même endroit. Les nouvelles missions visent donc le pôle sud, à des milliers de kilomètres de distance, une région qui ne ressemble en rien à la vallée de Taurus-Litrouv où Apollo 17 s'est posé. Le pôle sud est un paysage de cratères profondément plongés dans une obscurité permanente et de crêtes brillamment éclairées, un lieu de contrastes extrêmes, de froid extrême et potentiellement d'une valeur scientifique extraordinaire. Les astronautes qui s'y rendront feront face à des dangers que les équipages d'Apollo n'ont jamais rencontrés sur leurs sites d'atterrissage équatoriaux et de latitude moyenne. L'environnement radiatif au pôle est différent, le régime des températures est plus extrême, la topographie est plus difficile. Ils iront quand même. Ils iront parce que la Lune est là et parce que ce qui s'y trouve, la glace, le régolithe ancien, le registre de 4 milliards d'années d'histoire du système solaire, préservé en silence, mérite la difficulté de l'atteindre. Ils iront parce que les compétences acquises sur la Lune sont les compétences nécessaires pour Mars, et parce que Mars est l'endroit vers lequel conduit finalement le long avenir de la présence humaine dans le système solaire. Ils iront parce que la réalité compétitive des décennies 2020 et 2030 a recréé, sous une forme modifiée, une partie de l'urgence politique qui avait rendu Apollo possible la première fois. Mais ils partiront aussi avec un savoir que les astronautes d'Apollo n'avaient pas. Ils sauront pour la poussière et ses effets biologiques, et disposeront de meilleurs systèmes pour la gérer. Ils sauront pour les radiations, et auront une meilleure protection, une meilleure surveillance, de meilleurs systèmes d'alerte. Ils seront pour les moonquakes, et auront conçu leurs habitats pour y survivre. Ils emporteront avec eux les leçons scientifiques et techniques de tout ce qui a été appris depuis que Cernan est remonté pour la dernière fois cette échelle. Des leçons qui ont coûté extrêmement cher en temps, en argent et en ambition frustrée, mais qui sont réelles et importantes. Ce qu'exigera une présence véritablement durable sur la Lune va bien au-delà de ce qu'une mission Artemis individuelle peut démontrer. Cela exige de résoudre le problème de la poussière, non pas pendant 1 semaine, mais pendant des mois, développer des sas pouvant être utilisés des dizaines de fois sans inonder l'habitat de régolithes. Des technologies de stabilisation de surface empêchant la poussière d'être soulevée à chaque pas ou chaque véhicule, des systèmes de filtration capables de fonctionner en continu sans se boucher.
Cela exige des systèmes d'énergie capables de fonctionner pendant la nuit lunaire de 14 jours, lorsque les panneaux solaires ne produisent rien, ce qui implique soit des réacteurs nucléaires. La NASA a développé un système d'énergie de fission de surface spécifiquement pour la Lune et Mars, soit des solutions de stockage d'énergie à une échelle et une fiabilité jamais déployées dans l'espace lointain. Cela exige une infrastructure de communication, car un équipage de l'autre côté d'une crête peut perdre totalement la ligne de vue avec la Terre. Et un réseau de satellites relais en orbite lunaire sera nécessaire pour maintenir un contact continu. Cela exige une chaîne d'approvisionnement, car les consommables s'épuisent et le matériel s'use, et un équipage situé à plusieurs semaines de tout ravitaillement d'urgence nécessite une redondance dans chaque système critique. Aucun de ces problèmes n'est scientifiquement mystérieux. Ce sont des problèmes d'ingénierie, et la civilisation humaine est très bonne pour les résoudre lorsqu'il y a volonté et ressources. La même civilisation qui a réussi à envoyer 12 hommes sur la Lune avec des ordinateurs ayant moins de mémoire qu'une clé de voiture moderne, peut construire un habitat capable de gérer la poussière, les radiations, les risques sismiques et les interruptions d'énergie sur le long terme. La question n'a jamais vraiment été de savoir si l'humanité en est capable. Elle a été de savoir si les conditions politiques et économiques qui transforment la capacité en action finiront par s'aligner de manière suffisamment constante et suffisamment durable pour que cela se réalise réellement. Le programme Apollo Soyouz s'est construit sur la peur. La peur de la domination technologique soviétique, la peur de la vulnérabilité stratégique, la peur d'être dépassé dans une compétition qui semblait déterminer la forme future du monde. Cette peur était irréelle, et elle a produit quelque chose d'extraordinaire. Mais elle signifiait aussi qu'au moment où cette peur a été résolue, le projet qu'elle alimentait a perdu une grande partie de son énergie motrice. Ce sur quoi la prochaine phase de l'exploration lunaire se construit aujourd'hui est plus complexe. Une part de compétition avec la Chine, une part d'intérêt commercial pour les ressources lunaires, une part d'urgence scientifique sur ce que contient le pôle Sud, une part de logique de marche vers Mars, une part d'inertie accumulée d'un programme qui a enfin décollé. Reste à savoir si cette combinaison sera plus durable que la peur de la guerre froide. Le fossé de 50 ans n'était pas inévitable. C'était un choix, pris par des administrations et des congrès successifs qui ont vu disparaître l'urgence de la course à l'espace et ont décidé que les ressources nécessaires étaient mieux utilisées ailleurs. C'était un choix qui a eu des conséquences. Sur le savoir qui s'est évaporé, sur les programmes qui se sont effondrés, sur l'empreinte restée seule pendant un demi-siècle. Mais ce fut aussi une période durant laquelle l'humanité a appris, lentement et à grands frais, ce qu'il faudrait réellement pour revenir et rester, plutôt que venir une fois et repartir. Chaque programme avorté a apporté quelque chose. Le programme Constellation a construit du matériel réel avant d'être annulé. L'ISS a appris à l'humanité à vivre dans l'espace pendant des mois, à gérer les effets physiologiques de la présence prolongée, à maintenir des systèmes complexes en fonctionnement loin de la Terre, dans un environnement qui tente activement de les détruire. Des décennies d'orbiteurs robotiques ont cartographié le terrain, trouvé l'eau, mesuré les radiations et construit le cas scientifique qui fait du pôle Sud le bon endroit où aller. Rien de ce travail n'a été inutile, même lorsqu'il en donnait l'impression.
La Lune est prête pour nous. Elle l'a toujours été, attendant en silence patient, gardant ses secrets dans la glace et la roche et dans le long registre des impacts inscrits sur sa surface. La question, comme toujours, est de savoir si nous sommes prêts pour elle. La réponse, enfin, c'est que nous nous en approchons. Si vous voulez suivre la suite, les alunissages, les découvertes, les défis et la science, pensez à vous abonner. Cette chaîne couvre l'univers tel qu'il est, et non tel que nous aimerions qu'il soit. Et l'histoire du retour de l'humanité sur la Lune est l'un des chapitres les plus marquants de l'histoire de l'exploration. C'est une histoire qui s'écrit encore, et il sera extraordinaire de la voir se dérouler.